Il est 8h15, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes et candidat à l'investiture LR pour la présidentielle. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. On va parler des LR en ordre de marche pour le Congrès. Vous nous direz si vous êtes toujours candidat. On va revenir aussi sur les thèmes qui cristallisent en ce moment sécurité, immigration et bien sûr aussi ce plan de 30 milliards sur 5 ans pour préparer la France industrielle de 2030 annoncé par Emmanuel Macron hier. Comment vous le percevez, vous, ce plan qui, plutôt sur le papier, est plutôt ambitieux quand même? Ça ressemblait plus hier à un meeting électoral qu'à une démarche très concrète. C'est pas très sérieux d'annoncer à quelques mois de la fin de ce quinquennat des mesures qui se projettent sur l'avenir. C'est du programme électoral. Je rappellerai qu'il y avait déjà eu un plan sur les grands investissements de plus de 50 milliards d'euros en 2017, lancé par Emmanuel Macron. Il y en avait eu un autre sur la politique industrielle de 10 milliards d'euros. Et je lisais ce matin chez certains de vos confrères en disant même à Bercy, on ne sait pas ce que ces milliards sont devenus. Ces plans se sont perdus dans le sable. Bien, je crains malheureusement qu'on soit à nouveau dans un effet d'annonce au caractère électoral. On voit bien aujourd'hui que le président de la République est en campagne, chéquier ouvert, avec des conséquences très graves sur nos finances publiques, où on atteint des records abyssaux de dettes et de déficit, mettant en péril l'avenir. On est dans une démarche électorale. Après, sur le fond... Oui, vous êtes purement... vous pensez que c'est purement électoral, quoi, ce qu'il a dit. D'ailleurs, il a eu une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Il a dit, bon, il y en a certains qui se préoccupent un peu de 2022, moi c'est 2030, quoi. Oui, c'est ça. Oui, Comment vous l'avez perçu, cette petite phrase? On voit la sincérité du propos. Ah oui. Bon. Et sur le fond, alors, par exemple, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous êtes, par exemple, d'accord avec le président quand il dit la France travaille moins que les autres et il va falloir davantage travailler, grosso modo, et produire? C'est un constat évident aujourd'hui, mais qu'a-t-il fait pour compenser ce constat, pour le corriger? Ce sera le seul président de la République depuis 3 quinquennats qui n'aura porté aucune réforme sur les retraites. On sait que notre régime... Il l'a engagé au début. Oui, mais il n'a pas conclu. C'est ça, c'est un procrastinateur, le président de la République actuelle. Il parle beaucoup, mais il agit très peu. Sur les retraites, on a aujourd'hui une inquiétude très forte. On sait que le nombre de retraités ne cesse d'augmenter, que le nombre d'actifs qui payent les retraites, c'est notre régime par répartition, ne cesse de diminuer. Donc, au final, soit il y a une augmentation massive des cotisations qui va peser sur les salaires ou sur les entreprises, soit il y a une baisse des pensions, ce qui va peser lourdement sur les retraités, sur les petites retraites, soit on a le courage d'augmenter, c'est ce que je propose dans mon programme, l'âge de départ à la retraite, progressivement, en tout cas dans un quinquennat, jusqu'à 65 ans. Ouais. C'est la seule mesure d'âge qui soit concrète. Le reste, c'est du baratin. Donc jusqu'à présent, le président de la République, si je vous écoute, n'a fait que parler, mais il n'a pas agi. Il n'a pas de bilan, alors. Il fait un constat, on ne travaille pas assez. Je partage ce constat. Il y a des études controversées. Il y a deux leviers pour le corriger. C'est le temps de travail sur la vie, c'est donc l'âge de départ à la retraite. Là, objectivement, vous le constatez, il n'a rien fait. Et c'est le temps de travail hebdomadaire. Moi, je propose qu'on revienne, qu'on lève les freins pour revenir aux 39 heures, très clairement, et notamment dans la fonction publique, parce que ça sera aussi une source d'économie de dépenses publiques, alors qu'on bat les records au monde de dépenses publiques. On présente un budget aujourd'hui qui est particulièrement préoccupant. Cette dépense publique, on est aujourd'hui drogué à la dépense publique, et ça ne peut pas durer, parce que la dépense publique, elle produit des impôts et de la dette. Et ça, ce n'est pas supportable à long terme. Éric Ciotti, les prix de l'énergie flambent, le prix du gazole est à un niveau historique. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je propose qu'on arrête de taxer sur les taxes. Voilà, parce que dans le prix du gazole ou de l'essence, qui, vous le soulignez, atteint des records, 1,50 € pour le gazole, presque de 2 € pour le sans-plomb, il y a 60% de taxes.
Et sur ces taxes, on paye 20% de TVA. Donc moi, je propose aujourd'hui qu'on supprime cette TVA. C'est ce que propose, nous l'avons fait à l'Assemblée nationale par voie d'amendement. Finalement, vous rejoignez. Aujourd'hui, je crois qu'il faut arrêter de taxer les taxes. Quoi, voilà. Et il faut rendre cet argent. L'augmentation du prix du carburant, du baril de pétrole, a permis à l'État d'avoir 2 milliards d'euros de recettes de plus. Or, le chèque énergie, ce n'est environ que 500 millions d'euros restitués. Donc, il faut aller plus loin parce que cette augmentation qui se situe au même niveau, même supérieur que lorsque la crise des Gilets jaunes a démarré, ne sera pas supportable pour beaucoup de familles qui aujourd'hui, vous savez, un ménage qui a 2 voitures, c'est 1500 euros par voiture de taxes par an. Est-ce que c'est supportable? Non, je ne le crois pas. Éric Ciotti, la famille des LR, est-ce que vous êtes heureux que Xavier Bertrand revienne entre guillemets au bercail pour être désigné ou pas par les militants, en tout cas passer devant les militants? Oui, très clairement. Voilà, aujourd'hui, on a une procédure qui est clarifiée, qui est unifiée. On sait que le 4 décembre, nous aurons le candidat qui ira clairement et fortement devant les Français. Et c'est une très bonne nouvelle que tout le monde joue le jeu et que Xavier Bertrand ait accepté de le faire. Bon, vous allez toujours être candidat ou pas? Absolument. Parce que je crois que c'est la dernière ligne droite aujourd'hui pour savoir si... J'ai déposé aujourd'hui auprès de Christian Jacob ma candidature très clairement. Est-ce que vous réclamez des débats entre vous ou simplement des rencontres? Moi, je suis favorable aux débats. Je crois que ces débats seront utiles. On a des différences dans cette élection. Vous savez, je suis le seul, d'ailleurs, c'est une ligne de clivage, à ne pas avoir voté Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle de 2017. Je suis le seul à porter des mesures de forte rupture quand je propose... Vous aviez voté donc Marine Le Pen? Je n'ai pas voté Marine Le Pen, mais je n'avais pas voté Emmanuel Macron. J'ai voté blanc. Pour tout vous dire, j'avais mis dans l'enveloppe un bulletin François Baroin. Donc je n'ai pas voulu cautionner l'élection d'un président de la République, et je crois aujourd'hui que les faits me donnent raison, qui a tellement abîmer la France, parce que là, en même temps, cette forme de défi aussi, de refus de notre histoire, ce déni de notre identité, cette politique extrêmement faible en matière d'autorité, les flux migratoires qui ont été favorisés, tout ça a abîmé la France, et on voit aujourd'hui que notre pays Ciotti est beaucoup plus faible qu'il y a 5 ans. Pour revenir quand même à la famille DLR, est-ce que vous n'allez pas vous déchirer d'ici le mois de décembre? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que je sens le climat entre nous plutôt positif. J'ai connu d'autres périodes en 2012, voire en 2016 à la primaire, où les tensions étaient beaucoup plus fortes entre tous les candidats. On se parle, moi je parle presque quotidiennement à mes amis qui sont aussi candidats, et je crois qu'on aura aucune difficulté demain à se retrouver. Mais il faut que nos militants choisissent par rapport au projet, par rapport à nos différences, par rapport à nos parcours. Moi, je situe ma campagne clairement à droite, parce que je pense que notre pays a besoin d'une droite courageuse, forte, qu'il faut couper le robinet d'eau tiède, qu'il faut... Mais c'est-à-dire que parfois, quand on vous entend, d'ailleurs, on a l'impression d'entendre un peu Éric Zemmour, quoi. Vous êtes sur la même ligne? Je ne sais pas. Vous représentez la ligne Zemmour, finalement, chez les LR? Moi, ce que je dis, je l'ai toujours dit. Vous pouvez en être témoin, je suis venu souvent chez vous. J'ai dénoncé depuis des années les dangers d'une politique migratoire totalement incontrôlée. J'ai dénoncé la montée du communautarisme islamiste et les atteintes à la laïcité qu'un islam conquérant portait aujourd'hui à notre modèle. Alors vous avez dénoncé, qu'est-ce que vous proposez maintenant? Dans mon programme que je sortirai dans quelques jours, un programme complet sur ces questions de lutte contre l'islamisme. Je propose notamment qu'on interdise le port de signes religieux ostentatoires aux usagers des services publics. Aujourd'hui, il y a une neutralité des fonctionnaires, par exemple. Un fonctionnaire, il ne peut pas arborer un voile, un signe religieux. Demain, je souhaite qu'à un guichet d'une administration de la sécurité sociale, on ne puisse pas afficher de façon provocante son appartenance religieuse. Par exemple. L'interdiction. Un foulard de quelqu'un à la poste, une guichière à la poste. Est-ce que ça, c'est autorisé ou pas? D'après vous, dans votre proposition? Dans ma loi, un voile islamique. Je parle d'un foulard. Un voile
islamique sera interdit. Et un foulard? Un foulard, non. Un foulard, c'est un usage vestimentaire. Oui. Et il y aura dans la loi la définition très, très précise, mais je crois que c'est une avancée, l'interdiction du burkini, l'interdiction des signes religieux dans les sorties scolaires, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy. Et puis François Hollande est revenu là-dessus, et Emmanuel Macron n'a pas osé bouger cette signe. Vous savez, on nous a fait voter une grande loi. Emmanuel Macron avait parlé de grande loi, il avait fait un grand discours au Mureaux. Et cette loi, elle est totalement vide. Il a refusé d'aller sur tous les sujets qui nous permettaient de réaffirmer notre laïcité à la française contre la montée de l'islamisme. Aujourd'hui, l'islamisme nous menace. C'est une guerre de civilisation. Et cette menace, elle est nourrie aussi par des flux migratoires essentiellement arabo-musulmans qui veulent nous imposer des modes de vie, une culture qui n'est pas fidèle à notre histoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs millions de personnes. Contre quoi je combats. Il y a plusieurs millions de musulmans qui sont sur notre territoire. Quel message vous faites porter? Parce qu'ils ont l'impression d'être stigmatisés. Peut-être pas par vous, mais plus par Éric Zemmour. Et comme vous le rejoignez sur certains thèmes. Moi, je suis pour que chacun adhère au modèle républicain. On est dans un pays qui a une histoire, qui a une tradition judéo-chrétienne. Nous sommes à la fois les héritiers du siècle des Lumières, qui a irrigué le monde par une pensée universelle, et nous sommes les héritiers d'une culture chrétienne, d'une tradition chrétienne, qui a forgé ce que nous sommes. Aussi, notre calendrier civil, nos fêtes aujourd'hui. Donc il faut respecter ce qu'est la France, son histoire. Quand on vient d'un autre pays, eh bien on ne vient pas avec la culture de ce pays. Moi je pense aux immigrés italiens qui sont venus dans ma ville de Nice entre les deux guerres. Très concret. Les musulmans, ils ne vont pas abandonner leur culture quand ils viennent en France, c'est-à-dire leur religion. En tout cas, leur religion, c'est une liberté personnelle, la religion. Et je respecte toutes les religions naturellement. Mais quand on vient avec sa culture, on ne vient pas avec ses modes de vie. Je le dis, il y a une culture française, il y a des modes de vie. Quand nous, on va dans un pays étranger, on n'impose pas nos modes de vie. Ce ne serait pas accepté. Eh bien, je dis que le modèle républicain français, et notamment qui comprend une laïcité très forte, il doit être respecté et il doit être défendu. Et pour cela aussi, dans les solutions, il faut une assimilation extrêmement forte. Il faut qu'on ne devienne pas français par hasard. Quand je propose qu'on devienne français désormais, soit par le droit du sang, soit par une naturalisation issue d'un parcours républicain, où on mesurera l'adhésion aux valeurs de la République, à la culture de notre pays, c'est cela qui ressoudra notre modèle républicain. Un mot, imaginons nous sommes début décembre. Finalement, Xavier Bertrand n'est pas choisi alors qu'il est à 16% dans les sondages. Et c'est quelqu'un d'autre. Comment vous allez faire? Ça peut être moi. Oui, ça peut être vous, bien sûr. Ouais, ça peut être vous, bien sûr. Comment vous ferez? Est-ce que tout le monde se rangera derrière le candidat qui. Et si Éric Zemmour est devant également, est-ce qu'il doit y avoir des passerelles à un moment ou un autre entre vous, la famille des LR, et Éric Zemmour? Moi, je suis convaincu que le seul candidat qui peut gagner face à Emmanuel Macron est un candidat qui sera issu de la droite républicaine. Aujourd'hui, les enquêtes d'opinion, en tout cas certaines, nous placent en position d'être au second tour. C'est la première fois depuis très longtemps. Attention, il y en a eu depuis très très longtemps. Donc c'est une nouveauté très importante. Moi, ce que je constate, c'est l'effondrement de Marine Le Pen aujourd'hui. C'est sans doute l'information politique la plus importante depuis des années. Une perte de crédibilité totale. Et donc, la possibilité désormais de casser ce duo entre Macron et Le Pen qui servait tellement Emmanuel Macron et de permettre à un candidat de la droite républicaine demain d'opérer un rassemblement de tous ceux qui veulent s'opposer à Emmanuel Macron et qui veulent refuser le déclin de la France. Parce que le macronisme, c'est le refus des mesures courageuses, c'est le refus du choix, c'est le déni de notre histoire, c'est l'excuse permanente. Et quelque part, eh bien, c'est un affaiblissement, et on l'a vu avec l'affaire des sous-marins australiens, extraordinairement fort de notre pays. Donc, si on veut casser tout ça, il faut battre Macron. Tous les gens de la droite n'ont pas cette vision, parce qu'il y en a beaucoup qui se rangent derrière lui, d'anciens, etc.
compris d'ailleurs votre confrère, entre guillemets, si je peux l'appeler ainsi, Christian Estrosi, de la Côte d'Azur, de Nice. Ça fait très longtemps qu'il s'est rangé derrière lui. Oui, il y en a beaucoup quand même. Par pur opportunisme. Mais il y en a qui quittent des places, des postes. Ce n'est pas ma conception de la vie politique. Moi, j'ai des valeurs. Je suis resté fidèle à ma famille politique, quelles que soient les circonstances. Je suis surtout resté fidèle à des valeurs. Moi, j'aime mon pays, j'aime la France. Je rage aujourd'hui de voir cette France en déclin. Je rage de voir des quartiers aujourd'hui qui ne sont plus soumis aux lois de la République. Donc, si on veut continuer, eh bien, on réélit Emmanuel Macron. Si on veut, je dirais même, dans un réflexe de sauvegarde vitale, si on veut sauver la France, eh bien, il faut changer aujourd'hui, parce qu'autrement, notre pays sera lourdement menacé pour son avenir. Un mot sur le pass sanitaire. Examen aujourd'hui en Conseil des ministres. Est-ce qu'il doit être prolongé jusqu'à l'été prochain ou pas, Éric Ciotti ? Moi, je souhaite qu'on sorte le plus vite possible de ce pass sanitaire, mais je vais être très clair. J'ai voté la loi sur le pass sanitaire. C'est une mesure qui a contribué à protéger les Français. Je crois en la vaccination, en la nécessité de la vaccination. Moi, je crois en la science, je crois au progrès. Donc, le pass sanitaire a été utile, je crois, pour sortir de cette crise. Mais donc, il doit être prolongé jusqu'à l'été prochain, même si les chiffres diminuent ? J'espère que les chiffres et que l'amélioration de la situation sanitaire permettra qu'on en sorte très vite. S'il faut le prolonger, par principe, je n'y suis pas hostile. Jusqu'à l'été prochain, sans débat à l'Assemblée nationale. La question qui se pose, c'est qu'à partir de février, le Parlement ne siégera plus, puisque nous sommes Est-ce qu'il devrait y avoir un débat à l'Assemblée sur le pass présidentielle. Ça me paraît sans doute très loin jusqu'à l'été. Nous en débattrons, mais sur le principe, je redis mon soutien à cette disposition. Merci, Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes et candidat à l'investiture, donc LR pour la présidentielle, était l'invité ce matin de Sud Radio.